Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur ETélé. Voici nos titres. Visite de l'ambassadrice des Pays-Bas à la mairie de Parakou ce lundi. Objectif, s'enquérir du niveau des réalisations du programme Omi Delta. Les précisions sont à suivre dans un instant. Ouverture ce même lundi de la première réunion du Bureau national de la 4e mandature de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Au cours de la rencontre, les élus ont procédé à la validation des commissions thématiques de l'association. Et puis, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président à l'élection d'avril 2021, était l'invité du journal télévisé du soir de ce lundi 15 février sur votre chaîne de télévision ETélé. Il est revenu sur les facteurs qui ont concouru à la validation de son dossier de candidature, de même que sa suspension du Parti Les Démocrates. Voilà pour le sommet. Voilà, c'était donc les titres. Il faut dire que vous suivrez également dans cette édition le point de presse du porte-parole du gouvernement Alain Orunla sur le processus électoral en cours au Bénin. Mais avant, direction Parakou, où la mairie a reçu dans l'après-midi de ce lundi la visite de l'ambassadrice des Pays-Bas. L'hôte des autorités municipales de la cité des Kobourou est venue s'enquérir du niveau de réalisation des ouvrages du programme Omi Delta. Elle a pu apprécier et comprendre que Parakou exécute très bien les actions prévues par le financement de ce programme. Enfin, c'est ce que nous dit avec plus de précision ce reportage. L'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin en visite de travail ce lundi 15 février 2021 à Parakou. Elle est venue toucher du doigt le niveau de réalisation des infrastructures d'assainissement tel que prévu dans le programme Omi Delta. C'est un programme d'appui financier à travers lequel Parakou bénéficie de 680 millions de francs CFA pour la réalisation d'ouvrages conformes à son plan directeur d'assainissement. Au cours de la réunion d'avant-visite de terrain, le directeur de la prospective, de la programmation, du développement et des relations extérieures, point focal du programme, fait une présentation théorique des principales activités. Plusieurs actions ont été retenues, notamment la construction de 30 complexes sanitaires, la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées du marché à Zéké et tout le réseau qui conduit vers cette station. Globalement, et par rapport à l'engagement, nous sommes au 31 décembre 2020 à un taux d'engagement de 74% et à un taux de consommation financière de 65%. À la date du 31 décembre 2020, environ 501 millions ont été engagés, soit 74% de taux d'engagement, alors que le taux de consommation tourne autour de 65% avec 440 millions consommés. La visiteuse a aligné qualificatif sur qualificatif pour marquer son satisfait sur ce qui se fait à Parakou. Vraiment félicitations et je pense que c'est un très beau travail, un très bel engagement, des bons choix et une très belle approche. Vous avez fait une très bonne gestion en capturant 15 différentes activités. Ça veut dire qu'il y a eu toute une volonté des services techniques et du leadership à la tête de la commune. Ce qui est très intéressant dans les activités que vous avez présentées, c'est d'un côté, c'est vraiment le focus sur l'assainissement. D'un autre côté, c'est aussi, pas seulement les infrastructures, mais aussi la prévention. Entre les lignes, on peut lire que vous cherchez aussi la durabilité, la gestion des déchets et des boues. Vous faites tout pour que ce soit un modèle qui soit durable aussi une fois que le financement extérieur est parti. Des cabines de latrines et de douche ont été visitées. Du concret grâce à Omi Delta pour changer certaines habitudes et résoudre aussi certaines difficultés que l'on rencontrait dans les marchés, les autogares et les quartiers de ville de Parakou. C'est beau ce qui est réalisé, mais comment l'utiliser pour que l'investissement
déjà mises en place ne soient pas perdues. Il faut qu'il y ait un bon comportement de la population pour une bonne utilisation de ce qui est réalisé. La mairie a tout prévu. Elle confie d'ailleurs la gestion des ouvrages réalisés dans le cadre de ce programme à une société de spécialistes. Un contrat de gestion est d'ailleurs signé à ce titre avec la Société d'investissement et de développement économique de la ville de Parakou, SIDEX. Après avoir vu tout cela, l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin et les membres de sa délégation repartent très satisfaits. Séance d'échange entre les responsables de la Direction générale des impôts et les professionnels des médias. Au cœur des discussions, la réforme des factures normalisées. Les journalistes ont été outillés sur les avantages liés à la délivrance de ces factures. On suit le reportage de Célia Padonou et Edouard Capo pour de plus amples explications. Faire des journalistes des ambassadeurs de la réforme des factures normalisées, c'est le but visé par cette séance d'échange initiée par la Direction générale des impôts DGI à l'endroit des professionnels des médias. C'est le lieu pour les responsables de la dite direction de présenter non seulement les avantages et sanctions liés à la réforme, mais aussi et surtout les outils mis en place pour la délivrance des factures normalisées et les mesures d'accompagnement afin d'inciter les consommateurs à réclamer cette pièce lors des différents achats. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le IMECEF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. À terme, toutes les autres entreprises pourront utiliser cette version dématérialisée. La présente rencontre d'échange avec vous s'inscrit dans une dynamique en cours à la Direction générale des impôts depuis quelques années, celle d'assurer aux usagers la bonne information. La délivrance des factures normalisées est désormais possible de manière virtuelle et ce grâce à la plateforme IMECEF, la version dématérialisée des machines électroniques certifiées de factures MECEF. Les machines physiques et les machines virtuelles, ce que nous appelons désormais IMECEF. Lorsqu'on prend les machines physiques, nous avons deux types. Il y a les UF, unités de facturation, et les MCF, modules de contrôle de facturation. Tous ces deux types existent également en environnement dématérialisé. Donc on va retrouver les mêmes types, les mêmes formes en environnement dématérialisé. Les trois types de machines, UF, MCF, machine physique ou IMECEF, machine dématérialisée, les trois types de machines permettent donc d'éditer les mêmes types de factures. Ces factures peuvent être en format A8, comme les tickets de caisse, ou en format A4. Pour amener les populations à réclamer les factures normalisées, la DGI a initié un jeu tombola. Le gouvernement, quant à lui, s'est engagé à rembourser les frais d'acquisition des machines aux chefs d'entreprise sur une période de 3 ans. Nous avons 2 voitures neuves, 2 véhicules tout neufs qui sont déjà là et qui n'attendent que ceux-là qui vont réclamer à chaque fois qu'ils effectuent une transaction, qui vont réclamer des factures normalisées. Ces véhicules sont là, vraiment neufs, et n'attendent que ces gens-là. Il y a aussi des lots en numéraire, 30 000, 50 000, 200 000, même 500 000. Nous faisons des tirages tous les vendredis. Toute personne soumise à l'obligation d'émettre des factures normalisées et qui vend des biens ou services sans délivrer une facture normalisée est passible d'une amende égale à 10 fois la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée l'UDI. En cas de récidive, l'amende est de 20 fois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et l'UDI.
Le directeur de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a reçu ce lundi 15 février 2021 la visite du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier Tonato. C'était sur le site Camine où sont entreposés les nouveaux camions. Cela vient renforcer les travaux de la SGDS-GN dont l'objectif est de maintenir les villes propres. Reportage. José Didier Tonato sur le site Camine d'Akbakba où sont entreposés les nouveaux camions et caissons de la Société de gestion des déchets solides du Grand Nokoué. Une visite de travail qui a permis au ministre du Cadre de vie et du Développement durable de faire le point des matériels roulants alloués par le gouvernement à la SGDS-GN. Nous avons pour le Grand Nokoué 400 000 tonnes de déchets à transporter, collectés à transporter par an. Les statistiques de la SGDS-GN l'ont bien prouvé. Il nous faut du matériel de qualité, du matériel de pointe, du matériel neuf pour réduire au maximum les frais de maintenance et d'entretien. Le gouvernement a fait l'effort de dépenser plus de 7 milliards de nos francs pour équiper la SGDS-GN en camion ampli-roll. Après plus d'une demi-heure de visite sur le site, le ministre se dit satisfait. Il rassure les responsables de la société de l'arrivage des autres matériels. Donc nous avons là 22 camions, il y a 28 au port et il reste 30 à venir. Dans les 2 mois qui viennent, nous aurons récupéré la totalité des camions, des remorques, des bacs et nous serons en pleine capacité d'opérer depuis la collecte jusqu'à l'enfouissement sans problème. Le directeur général de la société, Valérie Lawson, rassure de la disponibilité de son équipe à redonner un nouveau visage au Grand Nokoué. Avec ces nouveaux camions, nous comptons assurer 100% de collecte, mais également réduire le retard dans l'enlèvement des caissons et toutes les nuisances que nous créons aux pays de population. Donc c'est l'occasion de remercier le chef de l'État qui pendant tout le temps s'est impliqué dans ce projet et remercier également tout son gouvernement pour l'accompagnement permanent qu'ils apportent à la SGDS. Rappelons que le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué est inscrit dans l'opérationnalisation de l'acte stratégique 7 du pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondji Atropo, a procédé ce lundi 15 février 2021 à l'ouverture de la première réunion du Bureau national de la 4e mandature. Le but de la rencontre est la validation des élus dans les commissions thématiques de l'association. Karina Deyeni et Prudence Koussouron pour le point. Vive la décentralisation, vive les communes, vive la NCB. Plein succès à nos travaux. C'est sur ces mots de Luc Setondji Atropo que s'est ouverte la première réunion du Bureau national de la 4e mandature de l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif de cette rencontre est d'étudier entre autres l'agenda international 2021 pour les 77 communes, mais aussi de situer les élus dans les 8 commissions thématiques qui composent l'ANCB. Le 4e congrès ordinaire que nous avons tenu les 21 et 22 décembre 2020 a le mérite d'avoir intégré la plupart des questions importantes de notre époque aux thématiques sur lesquelles nos commissions sont appelées à réfléchir durant les 5 années à venir. Il s'agit notamment des changements climatiques qui font aujourd'hui partie des sujets à traiter au sein de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. Et comme vous le savez, une commission est également dédiée aux thématiques numériques, digitalisation et innovation technologique. Ces 2 commissions, nouvellement créées à l'occasion du dernier congrès, viennent s'ajouter aux 6 autres existantes pour faire le total des 8 commissions thématiques exigées par nos statuts. L'une des prochaines étapes du processus d'opérationnalisation de ces commissions est la prise de décision portant création, attribution et fonctionnement de chacune d'elles.
Après avoir remercié le bureau sortant pour les efforts fournis, notamment la construction du siège de l'ANCB, le président de l'association a rappelé les défis qui attendent les élus de la 4e mandature pour répondre aux exigences de développement à la base. Défi de consolidation des acquis de notre processus de décentralisation, défi de mobilisation de nos concitoyens autour des enjeux de développement de nos territoires, défi de l'adaptation au changement climatique, défis sécuritaires, sanitaires, sociaux, éducatifs de nos communes. Le renforcement des ressources propres des communes. On est à la décentralisation, les communes sont autonomes, mais le problème de ressources constitue toujours un casse-tête et donc les communes doivent travailler. L'ANCB doit les accompagner à renforcer leurs ressources propres. Outre ces défis directement liés à nos communes respectives et pas ricochet à nos départements, il y a également la question de la consolidation des acquis de notre association. Soulignons que l'ANCB a pour mission de constituer un cadre commun de défense des intérêts et de promotion du développement des communes du Bénin. Ce nouveau bureau composé de 15 membres a été élu pour un mandat de 6 ans. L'agence de notation financière internationale Fitch améliore la perspective de notation de stable à positif du Bénin. Elle salue la résistance du Bénin face au double choc qu'ont été la crise de la Covid-19 et la fermeture des frontières avec le Nigeria et réaffirme les fortes perspectives de croissance pour le pays. Les précisions dans ce commentaire de Céline Bovy. L'agence de notation Fitch améliore la perspective de notation du Bénin à B positive, la première révision de perspective stable à positive de l'agence sur la notation d'un souverain depuis le début de la pandémie. Cette décision confirme la résilience des fondamentaux économiques du pays qui affiche en 2020 l'un des taux de croissance économique les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne en dépit de la pandémie. Cette décision remarquable intervient alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie, attestant de la qualité de la gestion de la crise par les autorités, mais également du succès des réformes ambitieuses entreprises par le gouvernement depuis 2016. Le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation, de crédit se démarquant une fois de plus par sa résilience face au choc externe. Fitch salue également l'amélioration de la flexibilité financière du Bénin, le succès de l'émission obligatoire en 2 tranches réalisée en janvier 2021 sur les marchés internationaux pour un montant de milliards d'euros a confirmé la confiance des investisseurs dans le crédit du Bénin. La forte demande des investisseurs a permis au Bénin d'émettre un instrument de maturité 2052, soit la maturité la plus longue jamais atteinte par un État africain pour une obligation internationale en euros. L'agence anticipe une évolution relativement contenue de la dette publique en 2020 à 46% du PIB et estime que les progrès en matière d'assainissement budgétaire et les anticipations de forte croissance à moyen terme permettront de stabiliser son niveau à environ 48% du PIB en 2022, soit un taux significativement inférieur à la médiane de 70% des pays pairs du Bénin, reflétant la politique prudente de gestion de la dette. Je vous le disais à l'entame de cette édition, le ministre Alain Orun, la porte-parole du gouvernement, a tenu une conférence de presse ce mardi 16 février 2021. Il a passé au peigne fin l'actualité liée à la présidentielle d'avril 2021. L'accent a été mis sur la polémique qui s'observe autour du parrainage. On suit un extrait de sa déclaration. Il est au micro de Stanislas Atadéon, Prudence Koussouran. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la Constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves, ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres, parce que en 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint
l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. Et sur la transparence, la régularité, la sincérité du scrutin, et pour couper court à toutes les polémiques auxquelles le gouvernement n'a pas vocation à participer, il est important de rappeler que le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupant court aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Je pense que si le président de la République, ce qui n'est pas forcément son rôle, même s'il s'était activé à collecter le nombre requis, 16 et pas 20 ni 32, le nombre requis de parrainage et les apportait au siège du Parti Les Démocrates, je crois qu'on lui aurait respectueusement fermé la porte au nez et dit qu'on n'en veut pas. Ces propos du président du Parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du Parti des démocrates, je veux parler de M. Aïvan, qui avait parlé d'exploser le parrainage, suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral, dont ils ont voulu une application à la carte. Malheureusement, ce n'est pas le menu d'un restaurant où on choisit son entrée et on boude le dessert ou le plat principal. La loi a vocation à être appliquée dans son intégrité, dans son intégralité. Et si vous adhérez à un pan de cette loi, de cette réforme, notamment par exemple en allant déposer votre candidature en duo, vous n'êtes plus recevable ou fondé à venir dire que ça se fera sans le parrainage. Et le compte rendu de cette conférence de presse est à suivre dans nos prochaines éditions. Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président à l'élection présidentielle d'avril 2021, est l'invité du journal télévisé du soir de ce lundi 15 février 2021 sur votre chaîne de télévision E-Télé. Il est revenu sur les facteurs qui ont concouru à la validation de son dossier de candidature, de même que sa suspension du Parti Les Démocrates. Ensuite, la quintessence de son intervention avec Aziz Achamou. Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président pour la présidentielle du 11 avril prochain, dit s'être préparé au préalable. Dans une pédagogie, l'homme est revenu sur les facteurs qui ont concouru à la validation de son dossier par la Sénat. Il faut assumer son choix. Moi, j'avais fait l'option déjà de participer aux élections présidentielles. Et dès que tu fais cette option, c'est que tu te bats pour remplir les conditions pour participer à cette élection. C'est à leur niveau qu'ils n'ont pas pu faire une option claire. Ils ont dit au début qu'ils ne veulent pas y aller si les conditions ne sont pas remplies. Et quelques jours avant, ils se décident maintenant. Il fallait se préparer. On se prépare, non, pour participer à un examen. Mais le parrainage se négocie. Et il faut aller chercher la procédure d'obtention du parrainage. Très tôt, j'ai négocié. J'ai été clair qu'il faut absolument que nous soyons candidats et que nous avons un projet qui permettra au pays de se stabiliser, que nous sommes les seuls capables, même de les sauver. Et il y a eu des députés qui m'ont compris et qui ont vu que c'est raisonnable. C'est seulement les miens qui m'ont minimisé, qui me prenaient pour un rigolo. Or, en politique, il y a des règles qu'il faut respecter. Ils ont renvoyé tout le monde. Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont en perdition. S'agissant de son divorce avec le Parti Les Démocrates,
Irénée Agossa avoue avoir été incompris par les siens en son temps, bien qu'ayant la vision de cohésion au sein de ce parti. Le pays ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il faut un calme. Je leur ai dit que j'ai besoin, que j'ai le parrainage. Ils ne m'ont pas cru. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Puisqu'ils ne m'ont pas cru, ils m'ont minimisé. Et ils m'ont renvoyé, ils m'ont suspendu. Et l'autre chose, c'est pas moi. Suivez, c'est le vice-président Corentin Kouaoui, qui est aujourd'hui le candidat à la présidence. Moi, je suis que ce policier. Mais vous ne voyez pas que, en fait, je n'étais pas attaché à ce poste. Moi, j'avais une vision. Contrairement à eux, c'était de sauver le parti et l'amener aux élections. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, Kouaoui, prends la tête, ils vont te comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Et nous avons pris le logo pour déposer notre dossier. Mais dès qu'ils ont su, ils ont écrit à la Sénat. On a retiré leur logo. On a pris, nous, notre logo. Nous, on est toujours ouverts. Parce que nous visons le même objectif. S'ils n'ont pas pu, l'humilité devait les amener à nous rejoindre. Le jeu est donc ouvert. Ce duo de l'opposition ayant donc passé la première étape, le candidat au poste de vice-président invite les leaders des autres formations politiques à faire preuve de tempérance. Une autre information pour terminer. Nous sommes en Chine à l'occasion du Nouvel An chinois célébré 12 février 2021. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a souhaité ses vœux les plus sincères à la Chine et aux Chinois. Il rappelle qu'en cette période exceptionnelle qui touche le monde entier, confiance réciproque et coopération multilatérale doivent primer pour surmonter les difficultés actuelles. On le suit au micro de nos confrères de la CCTV+. New Yan and Kang. Happy New Year. Je voudrais, à vous, amis chinois, vous souhaiter d'abord une bonne santé, une bonne année du buffle, une bonne année pour vous et pour le bonheur de vos familles. Je vous souhaite la prospérité. Je voudrais, pour votre pays, souhaiter la meilleure croissance possible et donc le meilleur développement possible au cours de l'année nouvelle. Je voudrais, pour le monde, souhaiter d'abord et avant tout la paix, un équilibre de coopération et d'amitié. Pour cela, je souhaite qu'on tourne le dos à l'unilatéralisme, à l'isolationnisme et au protectionnisme, et qu'on renforce le multilatéralisme pour la paix. Je voudrais souhaiter une bonne année à l'amitié entre l'Europe et la Chine. L'an passé, dans les derniers jours de 2020, nous avons signé ensemble un accord sur les investissements stratégiques importants. C'est le signe d'une bonne coopération, gagnant-gagnante, pour que la coopération soit la réponse à la crise. Cette initiative devra inspirer beaucoup de pays qui souhaitent que la coopération soit la réponse aux difficultés. Enfin, je voudrais vous dire combien je souhaite que la France et la Chine puissent développer une saine, profitable et équilibrée coopération. Une coopération économique, bien sûr, pour que de part et d'autre, on ait des intérêts qui soient développés et qui soient convenablement équilibrés. Je voudrais également vous dire qu'il est très important de renforcer la coopération culturelle. Nos deux vieux pays, nos deux vieilles civilisations, nous Chinois et nous Français, sont enracinés dans le temps, et la culture est sans doute le ciment le plus fort de notre amitié. Et donc, développons toutes les coopérations possibles, scientifiques, technologiques, financières, économiques, sociales, mais n'oublions jamais cette contribution culturelle qui est essentielle à notre relation. Je vous souhaite une très bonne année du buffle et je vous dis du fond du cœur, Cécile. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com, sur YouTube, Facebook, ETélé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme sur ETélé.